Moi, j'ai parlé de l'épaule douloureuse non traumatique. C'est un sujet extrêmement vaste. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Évidemment, en consultation, le principal motif, c'est la douleur. C'est bonjour docteur, j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal. Et on a un j'ai mal qui va de la tête au bas du dos. Et ça peut être parfois des patients qui rentrent en larmes en consultation avec des épaules hyperalgiques qui sont arrivées brutalement et où le patient ne comprend vraiment pas ce qu'il a pu faire pour mériter une telle douleur. En fait, le plus important chez ces patients-là, c'est de calmer le patient quand il est hyperalgique et de reprendre un examen d'anamnèse, un interrogatoire qui soit vraiment le plus précis possible. Savoir ce que fait le patient, quelles sont ses habitudes, et qui puisse décrire le plus précisément possible comment est arrivée la douleur et quel est le type de douleur. Est-ce que c'est une douleur d'horaire mécanique? Est-ce que c'est une douleur d'horaire inflammatoire? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est des décharges électriques? C'est vraiment important de prendre du temps sur la partie anamnèse de l'examen clinique. Et il faut être très précis et ça prend en général pas mal de temps avec souvent un patient qui juste veut qu'on lui soulage la douleur. Et il y a des patients quand ils sont douloureux, vous pourriez les opérer dans la salle de consultation tellement ils sont mal. L'examen physique, il va forcément être orienté par l'anamnèse et parfois il n'est pas possible. C'est-à-dire que des patients qui sont hyperalgiques, vous ne pouvez rien faire. Vous le savez en kinésithérapie. D'ailleurs, il y a des patients qui disent bon, on m'a envoyé chez le kiné, mais le kiné ne peut rien faire parce que en fait, j'ai trop mal, je peux pas. Et donc l'examen physique, c'est pareil que lorsque vous avez vos patients. Si je ne peux pas mobiliser le patient, ça n'existe pas, le travail passif, pour reprendre ce que disait Frédéric. Donc c'est pas possible. Après, il faut réfléchir par structure. Donc, en gros, dans l'épaule, il y a des os, il y a une articulation, il y a des tendons, des muscles et des nerfs pour faire fonctionner l'ensemble. Il va falloir raisonner par structure. Et donc après, en fonction de l'interrogatoire, on va être orienté sur une structure plus ou moins précise. Alors, le tendon, c'est assez simple. C'est en gros tout le cadre des tendinopathies, qu'elles soient rompues, comme ici, vous avez une rupture du supra-épineux avec une rétraction qui est quand même assez importante et un épanchement intra-articulaire qui est assez important. Une tendinopathie non rompue avec une inflammation, une bursite au-dessus du tendon qui est assez importante. Et puis évidemment, les tendinopathies calcifiantes. Ici, vous avez une calcification dans le supra-épineux. Et la calcification, c'est vraiment un caillou dans le tendon. D'accord ? Alors, il peut être plus ou moins pâteux, plus ou moins solide, mais c'est du calcium qui est dans le tendon, parfois dans la bourse sous-acromiale. Et les patients qui ont une épaule aiguë hyperalgique, c'est souvent des tendinopathies calcifiantes. C'est des patients qu'il ne faut pas du tout opérer parce que la phase hyperalgique, ça correspond en général à la phase de résorption. Donc là, c'est une vidéo d'une patiente, comme vous pouvez le voir, qui a priori a été opérée. Mais en fait, des tendinopathies calcifiantes, ça ne s'opère quasiment jamais. C'est la plupart du temps spontanément résolutif. Et ça correspond à la phase de douleur à l'épaule que présente le patient. On peut traiter après médicalement ces patients. Pour la phase douloureuse, on peut essayer de l'enlever sous radio et c'est très rarement chirurgical. Pour l'articulation, faut raisonner dans l'articulation. Donc il y a le cartilage, la capsule, la synoviale. Et donc on va avoir toutes les pathologies qui vont intéresser ces structures anatomiques. La première, probablement la capsulite rétractile qui est la plus piégeuse, qui sont des patients qui sont très douloureux. Alors la douleur en général est arrivée de manière assez nette, mais c'est installé de manière progressive et c'est concomitant d'une perte progressive de mobilité. Et la perte de mobilité, elle va intéresser essentiellement la rotation et notamment la rotation externe. Le diagnostic de capsulite, ici c'est un exemple de capsulite avec une inflammation de la capsule inférieure qui n'est plus vraiment individualisable, qui est épaissie, un épanchement intra-articulaire, mais le diagnostic de capsulite, c'est de l'interrogatoire et juste la vérification d'une perte de mobilité passive en rotation externe. Donc c'est un patient qui, en gros, il ne lui est rien arrivé de particulier, dans la capsulite rétractile, qui vient en consultation parce qu'il a mal à l'épaule, ça c'est son motif de consultation principal, et puis en fait on lui demande mais vous arrivez à bouger? Non, moins bien, pas très bien. Vous l'examinez, vous regardez les rotations, et d'un côté c'est complètement bloqué. D'accord ? Et ça fait le diagnostic de capsulite rétractile. On va en général faire une IRM, mais ce n'est pas ça qui confirme le diagnostic, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas des choses associées à la capsulite rétractile. Les corps étrangers intra-articulaires, il faut aussi y penser, notamment chez les patients jeunes, parce que ça c'est assez piégeux.
dans les douleurs de l'épaule. Là, je vous ai mis, on a une radio que Jean-David vient juste de me donner. Parce que j'en avais pas des comme ça, avec des corps étrangers intra-articulaires qui sont visibles sur des radiographies standards. Mais les corps étrangers intra-articulaires, c'est la plupart du temps des ostéochondromes, c'est du cartilage, et au départ, c'est pas visible sur une radiographie standard. Donc c'est des patients qui viennent pour des douleurs. Parfois, ils vous disent j'ai comme du sable ou comme s'il y avait quelque chose dans mon articulation. Et c'est des patients qui va falloir pousser un peu l'investigation et notamment faire des examens injectés comme un arthroscanner ou une arthro-IRM pour aller voir, enfin surtout un arthroscanner d'ailleurs, pour aller voir les corps étrangers. D'accord ? Et ce qu'on voit quand on les enlève en arthroscopie, c'est ça, des perles. D'accord ? C'est rarement chirurgical en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre avoir des ostéochondromes et avoir de l'arthrose, par exemple. Donc si j'ai des corps étrangers intra-articulaires de ce type-là et que je vais très bien, ça ne sert à rien d'aller les enlever. On va enlever que si ça gêne. Et puis évidemment, l'arthrose de l'épaule, mais il y a un contexte en général et c'est visible sur des radiographies standards. Les muscles. Alors, les muscles, il y a peu de pathologies, mais il faut savoir parfois y penser. Alors, en réalité, souvent, l'examen clinique est assez pauvre. Il y a une perte de force en général, des douleurs assez intenses, et c'est quand même souvent des patients chez qui le diagnostic va être fait par l'examen complémentaire. On n'a pas vraiment d'orientation à l'examen clinique. Et ici, je vous ai mis l'histoire d'un bagagiste de Roissy qui vient pour une perte de force et des douleurs et qui a une myosite hémorragique du supraépineux. C'est extrêmement impressionnant en IRM. Ça évolue favorablement. Ça se résorbe en quelques mois et les patients retrouvent une mobilité, une épaule normale. Les épisodes traumatiques avec les désinsertions musculo-aponevrotiques qui sont catastrophiques, c'est le muscle qui sort de son enveloppe de l'aponévrose, qui est complètement désinséré, qui se retrouve comme scalpé, mis à nu. Ça donne des édèmes musculaires très importants et ça, c'est assez complexe après parce que c'est des patients qui sont très douloureux et une fois que c'est récupéré, une fois que la partie douloureuse est passée, souvent c'est des patients qui ont des pertes de fonction parce que le muscle, en fait, une fois qu'il qu'il n'y a plus d'aponévrose, il est plus fonctionnel, il disparaît et c'est des patients qui vont avoir la plupart du temps des séquelles. Dans les épaules neurologiques qui vont donner des syndromes douloureux, il y a évidemment le syndrome de Parsonage-Turner à l'épaule, d'accord, qui est une pathologie qui est un peu mystérieuse, c'est-à-dire que c'est une atteinte du nerf inflammatoire. La plupart du temps, on a des hypothèses diagnostiques de pourquoi il est atteint de manière inflammatoire, mais c'est souvent idiopathique. Alors, il y a probablement une origine virale dans l'histoire. J'ai l'impression d'en avoir par exemple plus vu pendant la période du Covid, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est un hasard ou si c'est en rapport avec le Covid. Le diagnostic il va se faire par l'EMG et l'IRM avec un édème musculaire de désinnervation important et un tracé neurogène à l'électromyogramme. Le syndrome de Parsonage-Turner, c'est assez caractéristique, c'est vraiment un tonnerre dans un ciel serein, quoi. C'est-à-dire que le patient il est en train de regarder la télé et brutalement il a une douleur extrêmement importante, en général à la partie postérieure de l'épaule, qui va durer quelques jours, 48, 72 heures, parfois un petit peu plus, et puis qui va céder. Et on va avoir après un patient qui vient pour une perte de force. Donc en général, il a pris rendez-vous parce qu'il avait hyper mal. Quand il arrive à la consultation, il n'a pas forcément de douleur. Il dit j'ai eu hyper mal et puis c'est passé, mais par contre maintenant je ne peux plus vraiment lever mon bras. Et quand on va faire l'examen clinique, on va trouver une perte de force avec un territoire neurologique assez clair. Donc ça peut correspondre au nerf suprascapulaire, au nerf axillaire, parfois ça peut être pluritronculaire. Là, il faut, pareil, bien y penser pour aller demander notamment l'électromyogramme qui va être vraiment l'examen qui permet le diagnostic. Les névralgies cervico-brachiales, ici une hernie qui vient comprimer une racine dans son passage foraminal. Ça, c'est pareil, quand on a une épaule douloureuse, il faut toujours aller regarder le rachis cervical, c'est vraiment une obligation. On ne peut pas dire à un patient qui a une épaule douloureuse, pas penser au rachis, il faut vraiment y passer du temps. C'est souvent un échange de patients avec les rhumatologues ou les chirurgiens du rachis après. C'est des douleurs qui n'ont rien à voir avec des douleurs d'épaule en réalité, c'est des douleurs qui sont traçantes et qui vont atteindre la distalité, c'est-à-dire les doigts. Les douleurs d'épaule, ça ne donne pas de douleur dans les doigts. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de douleur neurogène, pas vraiment de douleur neurogène dans l'épaule. Et ça va pas, en tout cas, ça descend pas après l'insertion du biceps au coude. D'accord ? Donc un patient qui vient en disant j'ai mal là, mais j'ai mal dans les doigts,
a priori, c'est une névralgie cervico-brachiale et le diagnostic, il va être fait également sur les examens d'imagerie. Il y a d'autres syndromes compressifs qui sont anecdotiques après. C'est-à-dire que c'est quand on a tout éliminé, il faut penser à des compressions du nerf thoracique long, des compressions du nerf axillaire dans le carré de Velpo ou des atteintes du nerf spinal qui peuvent donner des syndromes douloureux. L'os, il faut toujours y penser aussi. Geoffroy, vous avez dit que je faisais un peu de tumeur, donc je suis un peu biaisé dans mon esprit, mais globalement, l'os peut être douloureux en lui-même, hors d'un cadre traumatique. D'accord ? Et donc, on peut avoir des lésions osseuses, qu'elles soient primitives ou secondaires. Secondaires, c'est-à-dire en rapport avec un cancer qui est ailleurs. Primitive, quand le cancer, c'est un cancer des os. Également l'ostéonécrose aseptique de la tête tumérale, qui est plus rare qu'à la hanche, mais qui peut arriver, et hors d'un cadre traumatique, c'est-à-dire pas secondaire à une fracture céphalotubérositaire avec une nécrose post-traumatique. Notamment y penser chez des patients qui ont eu des traitements un peu lourds, comme de la chimiothérapie ou des corticoïdes de prolongés, qui peuvent avoir des ostéonécroses de la tête humérale. Et c'est pareil, ça ne se voit pas comme ça, donc souvent, chez ces patients-là, il faut un peu pousser les examens complémentaires. Les examens complémentaires, globalement, il y en a plein. Il ne faut pas aller à la pêche. C'est-à-dire que ce n'est pas la multiplication des examens complémentaires au hasard qui fait le diagnostic. Ils sont forcément orientés par l'examen clinique. Le seul qui est obligatoire sont les radiographies standards. Un patient qui a mal à une articulation, il faut qu'il ait des radiographies standards, justement pour éviter de passer à côté des lésions tumorales, parce qu'une des errances diagnostiques des lésions osseuses tumorales, c'est d'étiqueter le patient tendinite. Puis comme ça ne passe pas, on dit bah, quand même, et on fait une IRM. Et en fait, c'est l'IRM qui va faire le diagnostic, mais 3-4 mois plus tard. D'accord ? Donc la radiographie, dans les douleurs des membres, elle est obligatoire. En dehors de ça, les autres examens, c'est à la demande en fonction de l'orientation clinique. Ici, c'est une jeune patiente de 16 ans qui avait hyper mal à l'épaule et on n'a jamais vraiment su ce qu'elle avait, mais donc elle a vu son médecin traitant, un kiné, ça passait pas. Elle a fini par voir un médecin qui a fait des radiographies standards, un autre médecin qui a fait des radiographies standards, on n'a rien fait, il n'y avait rien dessus. Et puis finalement, on l'a vu en consultation et je lui ai fait faire une IRM qui retrouvait, vous voyez, une lésion de la glène très très inflammatoire, très blanche, et en scanner, une toute petite lésion corticale. On l'a biopsiée et on n'a jamais eu le diagnostic, et ça s'est résorbé tout seul, d'accord ? Et ici, également une pathologie synoviale avec une inflammation de la partie inférieure de la capsule, un épanchement intra-articulaire, et c'est un patient, pareil, il a une pathologie synoviale, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a aussi des douleurs d'épaule pour lesquelles il y a une errance diagnostique, on voit bien et on les surveille. Là, ça s'est spontanément résorbé, là, lui, il est en cours de surveillance, et on ne va pas forcément intervenir non plus chirurgicalement, parce que je ne sais pas quoi faire. Ça, je ne peux pas y aller, je ne saurais même pas quoi faire. Et ça, c'est pareil, rentrer dans l'épaule pour, je ne sais pas très bien quoi faire. Il vaut mieux surveiller le patient, il n'y a pas de critères de gravité, et on surveille comme ça les patients qui peuvent avoir des syndromes douloureux de l'épaule. Donc au total, l'examen clinique, c'est fondamental. Il faut être très, très, très systématique dans l'appréhension des douleurs de l'épaule. Et on part d'une hypothèse et on va avancer sur les examens complémentaires avec. Voilà. Merci.